Je vais essayer effectivement de parler un petit peu de cette question d'utilisation des terres. Voilà. Et le gros de ce que je vais raconter se base sur cet article qu'on a publié il y a quelques années, qu'on a avec toute une série de chercheurs dans le domaine de l'utilisation des terres, l'usage des terres, les systèmes d'utilisation des terres, etc. Et cet article est venu un peu d'une frustration, d'avoir l'impression qu'on avait accumulé énormément de connaissances sur ces enjeux dont je vais parler maintenant, mais que dans les discours scientifiques, mais aussi médiatiques, politiques, il y avait encore toute une série de choses qui ne percolaient pas et où on restait bloqué dans des visions un peu faussées qui amenaient à des solutions qui n'en étaient pas et qui parfois créaient plus de problèmes que ce qu'elles essayaient de résoudre, etc. Et donc, on a voulu essayer de faire un peu l'état des lieux et de se dire, bon, mais c'est très naïf, évidemment, on va l'écrire une bonne fois pour toutes, comme ça, plus personne ne pourra l'ignorer. Ça, c'est la partie totalement naïve, mais c'est pas grave. On a fait comme les articles scientifiques, c'est bien, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui les lisent. On a fait aussi un site web qui présente un peu les mêmes idées, mais de façon un petit peu plus accessible, j'espère. Donc, vous pouvez aussi aller trouver ça là-dessus. En gros, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de résumer 10 faits. On peut discuter pendant des heures sur l'épistémologie du terme fait, etc. Mais pour nous, on pense que ce sont des faits qu'on devrait savoir sur l'utilisation des terres, qui ont un certain nombre d'implications sur la façon dont on gère ces terres et donc la façon dont on peut finalement arriver à habiter la terre de façon conviviale et efficace. Je ne vais pas détailler ça maintenant, puisque c'est ça que je vais décrire par la suite. Et alors, donc, comme c'est une conférence, un colloque, une rencontre dans laquelle on a des aspects scientifiques, mais on essaye, je pense, de s'y s'ouvrir à d'autres formes de démarches. J'ai essayé de faire l'effort d'inscrire mon explication, mon propos, dans un fil conducteur que m'a donné Nicolas Bouvier, qui est un écrivain suisse, donc il n'est ni belge ni français, donc comme ça on est OK, que j'aime beaucoup. Et il y a très longtemps, j'avais lu ce livre, L'usage du monde, bien avant d'être un géographe et de travailler sur ces sujets. Et tout à coup, ça m'a frappé qu'en fait, l'usage du monde, c'était à peu près la chose sur laquelle je travaillais tous les jours, l'utilisation des terres, entre autres au niveau mondial. Et donc, je suis retourné voir pour essayer de voir qu'est-ce qu'il nous racontait sur finalement son usage du monde. C'est un écrivain voyageur qui raconte dans ce livre donc, son voyage à travers l'Asie centrale jusqu'à l'Asie du Sud dans les années 50. Et son voyage, finalement, à travers son voyage, c'est sa façon d'habiter le monde. Donc, je vais prendre un petit peu des citations au fil de l'exposé pour faire le dialogue entre ce qu'il raconte et ce que nous, on a raconté dans cette étude. Donc, qu'est-ce qu'on entend par l'utilisation des terres? C'est toutes les activités qu'on exécute à la surface de la planète, ou parfois même un petit peu en sous-sol, pour remplir toute une série d'usages et de fonctions, donc des fonctions comme l'alimentation à travers l'agriculture, l'extraction de matières premières comme du bois ou des minéraux, mais aussi des usages qui sont moins tangibles et plus intellectuels ou spirituels, comme la valeur et la fonction des écosystèmes et des socio-écosystèmes terrestres en tant que patrimoine naturel, patrimoine culturel, source de valeurs spirituelles, etc. Tout ça font partie de l'utilisation des terres. Alors, qu'est-ce qu'on raconte? La première chose qu'on a voulu mettre en avant, c'est le fait qu'à propos de ces usages et de cette utilisation des terres, on avait des visions et des valeurs multiples qui étaient souvent mal acceptées, ou en tout cas, ce fait-là est souvent mal reconnu. Donc ça, c'est Nicolas Bouvier qui nous dit « Toutes les manières de voir le monde sont bonnes pourvu qu'on en revienne », c'est-à-dire... En gros, il y a des multiples façons, des multiples visions du monde qui peuvent coexister, qui peuvent chacune avoir leur valeur et leur respectabilité, à condition d'être capable de se décentrer de sa propre vision et de pouvoir, à un certain moment,
rentrer en dialogue et accepter la vision des autres. Donc, si on parle d'utilisation des terres, par exemple, si on prend notre forêt, une forêt amazonienne ici, quelque part au Brésil, pour un agriculteur ou un rancher brésilien, cette forêt, c'est une ressource naturelle qui peut être valorisée en la convertissant en zone agricole ou en pâturage pour son bétail. Pour quelqu'un qui vient d'un peuple indigène qui habite dans cette forêt depuis des milliers d'années, cette forêt, c'est avant tout sa terre-mère et son identité, etc. Pour des gens qui sont réunis dans la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, quelque part à Paris, par exemple, il y a quelques années, cette forêt amazonienne, c'est un stock de carbone et un levier pour protéger le climat mondial. Ces différentes visions, elles sont valables en soi, elles peuvent être discutées, elles peuvent avoir des intérêts positifs, négatifs, etc. Mais souvent, elles sont un peu masquées. Et donc, on a énormément de discours qui concernent, par exemple, les notions de dégradation des terres et de restauration des terres, dans lesquelles on ne se pose pas toujours la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire restauration des terres ou dégradation des terres. On estime que notre vision de restauration des terres est universelle, mais ce qui peut être la dégradation des uns peut être la restauration des autres. Deuxième groupe de faits qu'on voulait mettre en valeur dans cette étude, c'est le fait qu'on vit dans une planète qui est déjà utilisée, qui est très utilisée. On l'habite déjà énormément, cette planète. Que nous dit Nicolas Bouvier? Le voyage, donc le voyage, bon, c'est nouveau, c'est sa métaphore de habiter la Terre dans notre cadre ici. Fournit des occasions de s'ébrouer, mais pas, comme il le croyait, la liberté. Au contraire, il fait éprouver une sorte de réduction et il ramène le voyageur à de plus humbles proportions. C'est-à-dire, il est parti en voyage en pensant qu'il allait explorer la Terre, il allait découvrir la liberté, son monde allait s'élargir, etc. Mais à chaque étape de son voyage, il se rend compte qu'il rencontre des gens, il y a des gens qui habitent à certains endroits, donc la planète qui voyage n'est pas vide, au contraire, elle est remplie de gens partout. Il se rend compte que le voyage, ça ne l'amène pas à exploser les limites, à dépasser toute forme de contrainte, mais au contraire à accepter quelque part de reconnaître les contraintes, le cadre, les limites qui existent à un certain endroit. Et donc, ça nous amène à, je ne les présente pas dans l'ordre, mais ce n'est pas grave, à nos faits qui concernent cette planète utilisée et qui a énormément d'implications sur la façon dont on peut concevoir des visions positives et futures de l'habitabilité de la planète. Cette planète, donc, elle est déjà fort utilisée, et ça, c'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. Ceci, c'est un graphe. Il n'est peut-être pas très élégant, mais il fait son boulot, qui présente la planète. Donc ça, c'est la planète. En décrivant les différentes utilisations des terres et leur proportion à la surface de la planète. Qu'est-ce qu'on voit dans ce graphe? Donc, on a à peu près 13 000 millions d'hectares de terres qui sont des terres, donc pas à la mer, et qui sont libres de glace. Donc, j'exclus ici l'Antarctique, le Groenland, ou en tout cas la plupart du Groenland, etc. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que on utilise déjà à peu près au moins 40% de cette planète pour l'agriculture. Donc là, en jaune, ce sont les surfaces de culture, c'est au moins 12% de la planète. Et des surfaces de pâturage, ça c'est encore beaucoup plus important. Il y a des grosses incertitudes là-dessus, mais disons au moins 30% et plus de la surface de la planète. Si vous faites le total des deux, 12 et 37, ça fait plutôt 50. Moi, je dis 40 pour être un petit peu conservateur. Mais donc, on utilise déjà presque la moitié de la planète, rien que pour faire de l'agriculture dessus. En plus de ça, on a des forêts. On a à peu près 30% de la surface de la planète qui est couverte de forêts. Et de ça, on utilise à peu près 22%. Donc, un petit pourcentage, 2% qui sont des plantations forestières très intensives.
mais à une beaucoup plus grosse surface, à peu près 20% de la planète, qui sont des forêts qu'on gère pour extraire du bois et d'autres choses, de la chasse par exemple, dans lequel on a aussi généralement des activités récréatives, etc. Mais donc on utilise déjà ces forêts. Et puis il y a un petit bout ici, 9% de la surface qui sont des forêts aussi, mais qu'on n'utilise pas directement pour extraire des ressources dedans. Donc si je fais le total, on a déjà plus de 3/4 de la planète qui sont utilisés directement pour subvenir à nos besoins. À peu près 1/4 qui correspond à des terres qui sont complètement converties, donc des écosystèmes qu'on a totalement transformés, comme des forêts qu'on a converties en zones agricoles, et à peu près la moitié qui sont des terres qui sont gérées, utilisées, mais sans conversion totale. Donc ça, c'est des forêts dont on extrait des ressources et des pâturages qui sont établis sur des prairies naturelles. Donc, il nous reste un petit quart ici qu'on n'utilise pas directement. Ça, c'est le quart qui reste pour l'instant plus ou moins pour la nature. Dans ce quart qui reste, la moitié déjà sont des terres totalement désertiques, dans lesquelles il n'y a pas de végétation pratiquement, etc. Et donc, il reste un petit huitième, là, si on veut, qui sont les terres qu'on a actuellement laissées à la nature, mais évidemment qui continuent malgré tout à nous fournir des services écosystémiques, si on veut garder l'usage du terme. Visuellement, ça ressemble à peu près à ça. Hein, donc, toutes les terres, plus le rose est foncé, plus la proportion dans chaque pixel de terre sont totalement converties. Et ce qui est en rose clair sont des terres qui ne sont pas converties complètement, mais qu'on utilise et dont on extrait des ressources. Je vais passer très rapidement là-dessus, mais juste pour dire qu'on a un gros focus évidemment sur le changement climatique, mais en réalité, à ce stade, l'utilisation des terres reste probablement le principal moteur d'impact des activités humaines sur l'environnement et sur la planète. C'est l'utilisation des terres, pas le changement climatique. D'abord parce que l'utilisation des terres contribue dans une large mesure au changement climatique, mais aussi parce que, par exemple, c'est la principale cause de perte de biodiversité. C'est aussi quelque chose qui a une importance sociétale énorme. Au moins 1/4 des emplois sur la planète sont directement liés à l'agriculture ou la sylviculture. Si on ajoute des autres usages des terres, la conservation, l'extraction minière, les activités récréatives, etc., on a une vraie dépendance socio-économique, surtout pour des populations vulnérables, à l'utilisation des terres. Et pour ceux qui aiment le concept de limite planétaire, hein, dont on a déjà parlé aujourd'hui, je vous laisse faire le boulot, mais à peu près toutes ces limites planétaires sont assez directement reliées à l'utilisation des terres. Non seulement on utilise déjà les 3/4 de la planète directement, mais en plus, cette pression sur les terres, elle continue. Ce n'est pas comme si c'était stable. Donc ça, c'est juste pour vous donner un petit peu des chiffres pour que vous ayez un peu la perspective. Les chiffres d'en haut, ils viennent directement de mes figures précédentes. Donc ça, c'est les zones qui sont des écosystèmes avec des usages très faibles ou qui ne sont pas directement utilisés. C'est à peu près 2000 millions d'hectares. Pour donner un autre chiffre de comparaison, les forêts tropicales, qui sont l'endroit qui sont le plus sous pression pour l'instant d'expansion de l'utilisation des terres, c'est à peu près 2300 millions d'hectares, donc c'est un peu le même genre d'ordre de grandeur. Mais là, ça inclut les forêts tropicales qui sont déjà utilisées pour l'extraction de bois, etc. Si on fait la somme de tous les usages des terres qui sont actuellement en expansion et qui mettent la pression sur les écosystèmes naturels, on peut faire des fourchettes de projection de comment ces usages pourraient évoluer d'ici à 2050. Évidemment, ce n'est pas de la prédiction, c'est des compilations de différentes projections, estimations, modélisations, scénarios, etc. Mais on voit que dans un scénario dans lequel... mon truc est mal placé, mais dans un scénario dans lequel on n'a pas beaucoup de limites et de sobriété à ce qu'on demande d'extraire des surfaces terrestres,
on pourrait avoir jusque 1300, 1400 millions d'hectares supplémentaires dont on a besoin, c'est-à-dire plus de la moitié des forêts tropicales qui seraient converties. La pression, elle va dans l'autre sens aussi. Donc, de plus en plus, on a des réactions, c'est-à-dire qu'on a des programmes, des politiques, des initiatives pour essayer de mieux conserver les terres, pour essayer de restaurer des écosystèmes, pour essayer de convertir des écosystèmes qu'on utilise comme des zones agricoles en zones de conservation. Et là aussi, on voit qu'il y a une pression qui est quand même non négligeable. Si on fait le total de tout ce qu'on utilise, donc ça c'est l'inverse du chiffre précédent, c'est 9 000 millions d'hectares de cultures, pâturages, forêts gérées, etc. Et dans les engagements internationaux actuels, on viserait d'augmenter les surfaces de conservation d'environ 1 700 millions d'hectares, de restaurer à peu près 600 millions d'hectares. Donc c'est presque un tiers de ce qu'on utilise aujourd'hui qui devrait être retourné à la nature. Donc ça fait des pressions énormes aussi sur les gens qui utilisent ces terres actuellement. Ok, ça c'était un peu mon premier groupe de faits. Mon deuxième, oui, c'est pas encore la fin. Donc la planète est utilisée, ça c'était ça que je vous ai expliqué jusqu'ici, mais ça a des implications. Ça veut dire que toutes les surfaces de la planète qu'on a actuellement, on a déjà quelque part un usage pour ces surfaces. Soit un usage direct d'extraction, soit un usage indirect, passif, de conservation de la nature. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on fait une décision de changement d'utilisation du sol, ça nécessite obligatoirement de faire des compromis. Ça veut dire que si on décide d'utiliser les terres pour un nouvel usage, on va nécessairement perdre quelque chose qui correspondait à la fonction que ces terres remplissaient aujourd'hui. Et on ne sait pas maximiser tout. Donc si on veut maximiser un type de fonction sur les terres, en général, on peut l'identifier. Si vous voulez maximiser la biodiversité, vous allez laisser cette belle forêt primaire tranquille. Si vous voulez maximiser la production de bois, vous avez intérêt à la transformer en plantation d'eucalyptus, comme ici. Si vous voulez maximiser le bien-être et le revenu de population locale distribué sur tout un village, eh bien, ces terres peuvent servir à faire de l'agriculture familiale assez intensive en main-d'œuvre. Si vous voulez maximiser le revenu financier, vous en faites un terrain de golf. Si vous voulez maximiser la production d'énergie renouvelable, vous en faites des panneaux solaires, mais vous n'aurez jamais aucun usage qui va pouvoir permettre de maximiser tout ça en même temps. Donc il y a des compromis, on le voit, et on le voit dans tous les usages. Ici, c'est des graphes qui présentent la performance de l'agriculture biologique par rapport à l'agriculture conventionnelle sur toute une série d'indicateurs environnementaux, socio-économiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pouvez lire l'article, mais quel est le message principal qu'on voit? On voit que par unité de surface, l'agriculture biologique s'en sort assez bien par rapport à l'agriculture conventionnelle sur toute une série de paramètres environnementaux, mais elle est généralement moins productive. Et donc, si on ramène ça à des unités de production, à des tonnes de produits, eh bien, la performance environnementale, socio-économique, elle est meilleure sur certains plans, elle est moins bonne sur d'autres. Donc, en gros, on doit faire des compromis et on ne peut pas tout maximiser avec ça. Pareil pour, par exemple, ici, c'est toute une série de pratiques de diversification de l'agriculture. De nouveau, je vous laisse voir les détails dans l'étude. Mais qu'est-ce que cette étude montre? C'est que chacune de ces pratiques de diversification, elle s'en sort mieux que l'absence de pratique sur certains aspects, mais moins bien sur d'autres. Elle permet d'améliorer certains aspects environnementaux ou certains aspects sociaux, mais pas tous en même temps et pas tous dans le même sens, etc. OK. Deuxième groupe de faits, l'utilisation des terres, elle se fait dans le cadre de systèmes d'utilisation des terres, qui sont des systèmes complexes dans lesquels il y a des interactions et énormément de choses qui sont difficiles à prévoir. On retrouve Nicolas Bouvier qui nous dit qu'on voyage pour que les choses surviennent et changent. Donc, quelque part, il s'attend à ce qu'il y ait des choses imprévues et des dynamiques qui ne sont pas exactement ce qu'il avait prévu. Un séjour, il est perdu quelque part très loin dans le fond du désert iranien, etc.
Il dit sans commodité, ça va, mais un pays sans postier, je n'aurais pas tenu longtemps. Donc, il se rend compte que même très, très, très loin, dans des zones très, très reculées, finalement, il est encore en contact avec le monde. Et ces dynamiques complexes, elles se passent dans un monde qui est en interaction. Ça, c'est ce qu'on représente ici. Et je vais donner deux exemples rapidement. Premier, c'est le rôle de l'intensification. Donc, de nouveau, comme on l'a vu, on est confronté à une demande, une pression sur l'utilisation des terres. Si on veut réduire cette expansion de l'agriculture et des autres usages des terres, souvent le réflexe qu'on va avoir, c'est de dire, ben alors on va intensifier, on va produire plus par unité de surface pour réduire finalement le besoin de s'étendre. Le raisonnement est logique, mais en fait, en réalité, parfois, ce qui se produit, c'est l'inverse. Plus on intensifie, plus ça va inciter à l'expansion des usages qu'on a intensifiés parce qu'on les a rendus plus profitables. Et c'est l'exemple qu'on a ici au Vietnam. C'est deux régions du Vietnam qu'on a étudiées. Et dans ces deux régions, on a une forme d'intensification, mais qui arrive à des résultats différents. Dans la région centrale, on a beaucoup de cultures de café. On a intensifié les cultures de café. Il y a peu de contraintes sur l'expansion. Il est possible d'étendre les cultures de café. C'est un marché mondial qui est capable de, si on produit plus de café, absorber plus de café. Et donc, finalement, cette intensification a résulté en une expansion des cultures de café et une déforestation importante. Deuxième exemple rapidement, la transition forestière en France. Donc, la transition forestière, c'est le basculement de la déforestation à la reforestation qui s'est produit en France et comme dans d'autres pays européens autour du milieu du 19e siècle. On voit ici sur la courbe rouge. Et donc, ça résulte d'efforts de conservation des forêts, de reforestation, de protection, etc. Donc, c'est a priori positif, mais en fait, en réalité, ce phénomène, il se relie aussi à un déplacement de la déforestation dans d'autres régions, entre autres, en particulier des régions tropicales. Donc, à peu près un quart de la déforestation actuelle dans les régions tropicales est due à des produits qui sont exportés dans le commerce international. Et la France en fait partie. On peut calculer que la France importe, entre guillemets, à peu près 26 000 hectares de déforestation tropicale chaque année. Si vous comparez ça à ce que, aux millions d'hectares, aux hectares que la France a gagnés de forêt, j'ai calculé à peu près 40 000 hectares par an de reforestation en France. Donc, une bonne partie de ça, en fait, correspond à de la déforestation exportée. Voilà, ça m'amène à mes implications de ces faits. Qu'est-ce qu'on en tire comme leçon pour l'utilisation des terres et pour l'habitabilité? Eh bien, on revient à notre Nicolas Bouvier. Et en gros, il croit qu'il va faire un voyage, mais c'est le voyage qui le fait. Donc, il faut être disponible au fait que quand on part en voyage, c'est le voyage qui va décider de ce qui se passe. Et il réfléchit au fait que rien n'est définitivement acquis et que le monde vous traverse et puis vous replace devant ce vide qui est probablement notre moteur le plus sûr. Donc finalement, l'inconfort, le fait de ne pas avoir de solution définitive, c'est ce qui devrait nous pousser à avancer. Et c'est ça un peu les implications qu'on a dans cette étude, c'est-à-dire essentiellement le fait d'essayer de reconnaître ces compromis et ces choix difficiles, le fait que si on trouve une solution pour quelque chose, ça peut avoir des implications négatives ailleurs et qu'il faut l'accepter plutôt que d'essayer de viser ce qu'on vise souvent, c'est-à-dire des solutions magiques. Et vous allez tous en reconnaître plein auxquels vous êtes confrontés. On est confrontés aux gens qui nous vendent des solutions magiques, des silver bullets, qui vont résoudre tous les problèmes en même temps. Et je pense que le but de mon exposé, c'est que quand vous serez confrontés à ça, vous réfléchissiez et vous vous disiez qu'il n'y en a probablement pas de solution magique, mais qu'il faut arriver à négocier au fur et à mesure des solutions temporaires qui nous laissent dans l'inconfort.